Et donc, ça marche, oui. Troisième axe partenarial, l'inscription sur le territoire. Alors, quelques mots sur la communauté d'agglomération pleine commune, dans laquelle je travaille depuis 10 ans pour ce qui est de pleine commune, 12 ans pour ce qui est de Saint-Denis. Donc, c'est 9 villes de Seine-Saint-Denis dont les noms résonnent pas mal souvent dans l'actualité: Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers, Épinay, La Courneuve, Pierrefitte, Villetaneuse, Saint-Denis. C'est 400 000 habitants, 134 nationalités, 31% de chômeurs. Pour vous donner un ordre d'idée, dans l'Île-de-France, c'est 20% de chômage, et en Seine-Saint-Denis, c'est 28%. Et donc, je vous disais, 31% à pleine commune. 43% sont étrangers ou d'origine étrangère, et 70% des enfants du territoire ont un des parents d'origine étrangère. 53% des habitants n'ont pas de diplôme, 31% pour l'Île-de-France, 44% pour la Seine-Saint-Denis. 7% ont Bac plus 2, 22% pour l'Île-de-France et 10% pour la Seine-Saint-Denis. Alors, la communauté d'agglomération, c'est un projet politique, un projet d'élus qui se sont choisis et qui ont construit un projet de développement économique et urbanistique, et dans lequel ils ont volontairement choisi une compétence non obligatoire qui est la lecture publique, avec un principe d'intégration complète des projets, on va y revenir, des équipements et des collections, y compris des collections patrimoniales pour ce qui est de Saint-Denis. C'est donc un réseau qui a 10 ans, depuis le 1er janvier, transfert au 1er janvier 2005, et sur la base d'une charte de développement avec des objectifs politiques de rapprochement de la population de ces lieux et d'objectifs de contenu sur lesquels je vais revenir. Alors, aujourd'hui, où nous en sommes dans la structure du réseau: 25 médiathèques, 3 bibliobus, 289 agents, une réserve mutualisée, des navettes, une carte unique, un système RFID, des automates de prêt dans un certain nombre des lieux, pas dans tous, un certain nombre de nouvelles constructions, de réhabilitation, et aujourd'hui, un système, depuis l'année dernière, un système d'acquisition mutualisée, ce qui ne veut pas dire une équipe de spécialistes hors sol, mais 40 agents du réseau qui travaillent pour une part de leur fiche de poste à des acquisitions pour l'ensemble du réseau, 4 coordinateurs. Donc un travail d'intégration et de partage, une direction mutualisée, donc un certain nombre d'activités partagées avec groupe de travail et travail aussi évidemment en local. Alors au niveau de la fréquentation, c'est toujours pas mal de s'adosser avec un certain nombre comme ça de petits tapas de référence. On a aujourd'hui 44 000 usagers emprunteurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus au moins une fois emprunter des documents dans l'année. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, il y en avait à peu près 34 000 en 2007. Alors depuis, on a gagné Saint-Ouen dans l'affaire, et puis on a construit des nouveaux équipements. On en a fermé d'autres, il y a eu des travaux, donc voilà, il faut aussi pondérer tout ça, mais ça donne quand même un ordre d'idée. Plus intéressant peut-être par rapport à la problématique du jour, 100 000 entrées comptabilisées, merci les portiques RFID, dans 20 des 25 médiathèques. Toutes n'ont pas ce dispositif pour l'instant. 100 000 entrées par mois. Donc c'est 2 à 8 fois plus que d'emprunteurs. Donc je pense que ça c'est quelque chose d'intéressant dont on reparlera peut-être, parce que c'est un public qui vient pour autre chose que d'emprunter des collections que nous proposons. Un peu plus d'1,6 million de prêts. Il y a, en 2008, on était autour d'1 million de prêts, pour vous donner un peu une ordre d'idée. Parmi ces emprunteurs, donc ceux qui ont une carte, cette carte unique qui permet de faire venir des documents de tout le réseau là où on veut et de les rendre là où on veut, il y a 44% de moins de 14 ans et 13% de 14-25 ans, 34% à peu près de 25-59, ce qui laisse un tout petit pourcentage de plus âgés. Et aussi dans ce dispositif, il y a 2% qui concernent des emprunteurs ciblés collectivités. On reviendra peut-être. L'année dernière, on a comptabilisé 3500 activités culturelles fréquentées par 54 000 personnes, qui peuvent être parfois les mêmes naturellement. Il y en avait à peu près 1 millier en 2011, donc une forte progression de ce que nous appelons, pour aller vite, des activités culturelles.
c'est des activités de tout type. Mais je vous en parle parce que pour moi, elles ont un lien avec ce qu'on appelle plutôt les activités à caractère éducatif, puisque dans ces activités culturelles, le fort développement des 2 dernières années ou des 3 dernières années, c'est ce qu'on nomme maintenant dans la terminologie des collectivités locales, le champ social, c'est-à-dire les partenariats avec différents services municipaux, différents services communautaires, différentes associations en direction des personnes qui sont dans différents types de situations, de recherche d'emploi, d'apprentissage de la langue. Aussi, je pense à un autre bout de chaîne d'associations qui s'occupent d'intervenir auprès des jeunes et des adolescents en situation de subir une répression judiciaire suite à des difficultés rencontrées parce que vol, parce que beaucoup d'affrontements dans les espaces scolaires. Donc il y a des systèmes d'avant-peine qui permettent d'arriver au moment d'un jugement avec déjà un parcours de fait qui évite en général la prononciation de la peine. Donc voilà, toutes sortes de dispositifs que je cite comme ça, je peux vous en citer d'autres, qui font partie de ce champ social. Depuis 2 ans, des activités importantes qui se sont développées d'accueil d'écrivains publics dans au moins 2 points du réseau, à Épinay et à Aubervilliers, qui rencontrent un très grand succès. Et qui, de mon point de vue, enfin je pense que peut-être on en débattra, ont un lien fort avec la volonté du réseau d'affirmer une mission à caractère éducatif. Alors, dans la charte de transfert de 2004, il y a été affirmé et réaffirmé la nécessité d'être contributif à la construction personnelle, à la constitution de l'esprit critique, excusez-moi, et de développer des services qui sont à la fois de formation et d'auto-formation, sans oublier les dimensions loisirs et de pratiques récréatives. Et également dans l'aspect dématérialisé de nos offres, je pense à la Médiatique, qui est une plateforme en ligne dans laquelle on trouve films et pas mal d'outils à caractère, on va dire, distractif. On a aussi une proposition importante de formation en langue, et en particulier en français, et aussi de dispositifs d'accompagnement sur tout ce qui est prise en main de l'informatique, par exemple, et du multimédia. Donc cette dimension, elle est aussi en écho à cette volonté de recevoir des classes, de réaffirmer que, puisque les enfants sont à l'école tous jusqu'à 16 ans, presque tous, jusqu'à 16 ans, il semble qu'on a encore quelque chose à faire là-dedans. C'est quelque chose qui a été en débat dans la profession, vous le savez, et nous, on s'est vraiment positionné très clairement sur cette idée de maintenir ces accueils de classe. Alors, je suis d'une génération de bibliothécaires où on est passé assez souvent d'accueil sur des projets, parfois des projets importants, à des points de vue plus ponctuels. Et aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée d'un rapport plus ponctuel avec la bibliothèque par le biais de visites découvertes, qui ne sont pas... Alors, il y a aussi des projets, et notamment autour des propositions culturelles du réseau, mais on s'est dit que ce qui était important dans un premier temps, c'est de garder, à travers une visite découverte, parfois une dans l'année, la possibilité d'entrer en contact direct avec les familles, qui nous semble, pour nous, l'objectif, en fait, de cette visite. Et pour ça, on donne aux enfants qui viennent des pochettes dans lesquelles ils trouvent un certain nombre d'outils, une petite bande dessinée qui décrit la vie dans la bibliothèque, des outils pour s'inscrire et inviter les familles, je vous montrerai tout à l'heure, inviter les familles à revenir à la bibliothèque. Parce que il me semble que c'est un des objectifs importants de la visite de classe. Après, dans un certain nombre de cas, on constitue et on fabrique des projets.
parce qu'il nous semble important que les adultes sont attachés à travers les enfants, on a plutôt privilégié les accueils des classes du cycle 3 et des collèges, soit aussi des maternelles et des cycles d'enfants plus jeunes, mais disons que ça reste un axe privilégié, même s'il n'y a pas de refus absolu et que dans certains cas, il y a des sollicitations d'enseignants. On est même très à l'écoute aussi de ce que nous demandent les enseignants. Naturellement, ils nous reçoivent aussi un certain nombre. Je vous ai pas l'ensemble des chiffres, vous avez déjà asséné pas mal, mais je pourrais vous les donner si certains sont particulièrement intéressés par cet aspect-là. On veut dire, en gros, on a reçu l'année dernière 20 000 enfants, donc ça fait quand même un peu de monde, et on espère un peu de familles, et on voit les familles revenir avec les outils, donc c'est au moins un élément de perception de l'effet feedback de ces visites découvertes. On fait circuler des documents, donc on a aussi, pour ne pas léser les enseignants en termes de documents, on développe beaucoup le prêt de séries et de mâles, et là aussi, ça a été une interrogation à un moment, est-ce qu'on doit prêter des séries? Oui. Si on peut le faire, on le fait. Et on le développe, on essaye de faire des propositions intéressantes aussi là-dedans. Et les mâles sont à la fois des propositions du réseau sur ces objectifs. Je pense à la mâle égalité, auquel on tient énormément, égalité garçon-fille, fille-garçon, et aussi des mâles qui sont constitués à la demande des enseignants pour rester aussi proches de la sollicitation des enseignants. Un autre aspect qui nous semble très important par rapport au public, et là je rejoins la collègue de Romans qui, j'ai entendu que vous receviez des stagiaires, c'est une politique très réaffirmée dans le réseau, c'est-à-dire qu'on a une politique d'objectifs de nombre au début d'année, on a des objectifs de nombre qu'on a plutôt dépassés, donc on en est assez content. On a reçu 100 stagiaires l'année dernière, on espère en faire un peu mieux l'année prochaine, avec également une sorte de procédure. Et je dis deux mots là-dessus sur la manière dont aussi les équipes travaillent à des mises en commun de savoir-faire. On produit des carnets de bord qui sont écrits par les collègues du réseau et pas que par le Canova. Et par exemple, nous avons un document de procédure qui s'appelle l'accueil des stagiaires du 3e, qui redit pourquoi c'est intéressant d'accueillir des stagiaires, pour les raisons qu'a dit tout à l'heure la collègue, c'est-à-dire de cette proximité avec des usagers ou des pas usagers d'ailleurs, des fréquentants, des clients, qui sont dans l'entourage des bibliothèques, avec la volonté aussi de dire attention, on a parfois privilégié des jeunes qui étaient justement des usagers de la bibliothèque ou des jeunes qui font acte de candidature avec l'aide de motivation. Il y a des enfants qui font ça avec leur famille, mais ayons aussi une stratégie vis-à-vis des enfants qui vont arriver assez tard. Ça nous pose parfois des problèmes de conventionnement, mais on essaye de résoudre ça, et qui n'ont pas de réseau pour trouver des lieux de stage, sachant aussi qu'on ait aussi des lieux ressources pour des enfants qui dont la famille ne peut pas les entourer pour faire des recherches de stage, et gardons le plus possible des places pour ces jeunes-là, qui viennent un peu chez nous par défaut, il faut dire les choses franchement, mais justement, c'est peut-être là qu'on a quelque chose à gagner. Donc, si ça vous intéresse, on pourra discuter de cet aspect qui était aussi à gagner avec les équipes, parce que ce n'était pas complètement évident de dire non aux jeunes lecteurs sympathiques et usagers habituels, et pour garder une place pour celui qui nous casse un peu les pieds ou qu'on ne connaît pas, et dont on voit qu'il dit Madame de charge en stage, je viens m'accueillir. Avec pas beaucoup de conviction, tu viens à la bibliothèque, voilà. Et pourquoi tu viens là? Parce que je l'ai retrouvé ailleurs. On considère que c'est une bonne réponse. Donc, voilà. Oui, je pense que c'est une partie. Voilà, donc un peu le panorama de ces accueils. Encore un dernier mot sur le fait qu'on n'exige pas les tout petits. Mais on pense que, parce qu'une idée que je partage avec moi-même depuis longtemps, et j'ai pu voir que je la partageais aussi avec d'autres, ça m'a fait assez plaisir, que par rapport aux tout petits, le rôle des parents ou de ceux qui les voient au quotidien dans les crèches, et parfois dans les BMI, sont parfois plus efficaces que celui du bibliothécaire. Je m'entends, ça veut dire qu'on a beaucoup développé les compétences de nos collègues qui reçoivent sous forme de demi-journée, d'accueil au fil de l'eau, des personnels des crèches, des assistantes maternelles, etc., pour partager ce qu'il y a d'intéressant à partager. Et je sais s'il y a des choses extraordinaires à partager dans la littérature de jeunesse,
pour qu'au quotidien, ces personnes soient porteuses de ce qui nous semble intéressant dans ce contact avec le livre notamment. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Et en parallèle de ça, on a, pour répondre aussi à la demande de visite de crèche, qu'on n'avait pas envie de rejeter, on a beaucoup développé les accueils libres. Et du coup, on a gagné ça aussi avec les enseignants. On a gagné ça sur nous-mêmes, parce que je ne disais pas ça personnellement, forcément, il y a 15 ans. Je n'étais pas sûre qu'il fallait laisser les clés de l'espace à un enseignant ou à l'assistante de crèche. Maintenant, j'en suis totalement convaincue. Évidemment, ça ne nous déshabille pas, et bien au contraire, ça nous crée une responsabilité supplémentaire sur l'interface de formation avec les adultes et l'interface de proposition. Mais on voit que les gens se débrouillent fort bien quand on les a bien accueillis et qu'on éventuellement leur a donné les clés pour ouvrir la boîte au trésor qui est celle des livres. Voilà. Merci à toutes les trois, vous avez ouvert plein de pistes de questionnement. N'empêche, Florent, je voudrais rebondir avec toi sur la question de l'école, parce que quand on a préparé cette table ronde, tu m'as dit un mot qui, moi, m'a semblé très important, qui n'a pas du tout été utilisé là, qui était la notion de rapport paradoxal avec l'école. Et donc, si cette question est venue entre toi et moi, c'est que l'ouvrage de Denis Merklin, donc sur pourquoi brûle-t-on les bibliothèques aujourd'hui, repose sur un travail qui a été très approfondi sur les problématiques de pleine commune, où ressortait dans l'ouvrage cette question de les bibliothèques qui sont assimilées à l'institution scolaire, institution excluante, de plus en plus excluante, et qui donc pouvaient d'une part amener les jeunes à rejeter la bibliothèque, à considérer la bibliothèque comme l'école. En tout cas, moi, c'était mon axe de réflexion. Et tu m'as dit, oui, mais là-dessus, on a effectivement un rapport très paradoxal à l'école, et on l'a tranché. Oui, on a tranché sur le fait qu'on ne pouvait pas renoncer à ce rapport-là et qu'on ne pouvait pas dire qu'on n'avait pas cette relation. On a une relation très intime. D'abord, il se trouve, enfin, je pense que vous le savez tous, qu'on a souvent dans nos entourages, dans nos collègues, des gens qui sont passés par l'état d'enseignant. C'est par exemple le cas de plusieurs de mes collègues à Saint-Denis. On a donc un rapport pratiquement familial avec cet ensemble-là, et on voit bien d'ailleurs dans les histoires personnelles des bibliothécaires qui sont souvent enfants d'enseignants, conjoints d'enseignants, parents d'enseignants, enfin bon, on a souvent un rapport quasi familial avec ça. Bon. Ça peut paraître anecdotique, ça n'est pas complètement. C'est-à-dire que très souvent, il y a aussi un rapport conflictuel en tant qu'individu, faisant la psychanalyse sauvage, entre la notion d'autorité que l'on confère à l'enseignant et celle qu'on voudrait ne pas avoir en tant que bibliothécaire. Or, on est aussi dans des espaces de régulation, on est aussi dans des espaces de partage de valeurs, et je pense que l'actualité est là pour nous le rappeler. La question du rôle qu'on peut avoir par rapport à ça n'est pas totalement enfin, en tout cas, il est à réfléchir. Oui, on est dans un rapport paradoxal parce qu'on reflète aussi une forme d'organisation sociale dans nos bibliothèques, dans l'organisation de nos collections, je vous renvoie au livre de Denis, qui fait qu'on n'est pas toujours très à l'aise, puisque parfois on veut s'en démarquer. Il y a la fameuse notion de lecture plaisir. Alors là-dessus, je vais me défausser de manière assez large. Voilà, je me défausse de manière assez large parce que c'est une notion que j'ai jamais tellement voulu utiliser. Moi, je parle, disons, plutôt de lecture-aventure, avec la notion de dangerosité de la question de la lecture, ce qui permet aussi d'aimer peut-être de manière différente de l'école. Donc je pense que le rôle reste extrêmement important sur les apprentissages. Peut-être de se confronter à un débat peut-être plus ouvert, parce que c'est plus notre rôle, et plus contradictoire sur des choses qui grattent, qui gênent, qui dérangent. C'est peut-être ce qu'on peut faire, et qu'on ne fait pas toujours, y compris dans nos visites de classe. Je pense à la notion de coup de cœur que tu as utilisée, mais de manière différente par rapport à des notions de promotion. Moi, c'est une notion qui m'a toujours un peu gênée, parce qu'elle est parfois un peu consensuelle. Moi, il me semble que les visites de classe, alors je vous dis tout de suite, pour l'instant, je n'ai pas encore complètement convaincu là-dessus. Les visites de classe, elles devraient être aussi un lieu de confrontation, de manière plus importante, y compris d'ailleurs pour répondre à ta question, c'est-à-dire apprendre peut-être un peu plus loin le débat d'idées et aller peut-être dans la visite de classe, des confrontations entre ce qu'est le goût des enfants, ce qu'ils peuvent amener de manière un peu provocante dans un espace qu'ils considèrent comme un espace éducatif et qu'il l'est, et la manière dont nous on peut être aussi force de contre-proposition sur des choses qui ne sont pas que simples et que consensuelles. Alors c'est pas toujours facile. Il y a une époque où j'ai essayé, dans une étape précédente de ma carrière, d'amener par exemple la question du religieux à travers l'album de jeunesse.
J'ai pas beaucoup été suivie sur cette question-là et je ne sais pas si c'est si simple que ça. Alors c'est pas toujours facile. Il y a une époque où j'ai essayé, dans une étape précédente de ma carrière, d'amener par exemple la question du religieux à travers mon œuvre de jeunesse. J'ai pas beaucoup été suivie sur cette question-là et je ne sais pas si c'est si simple que ça. Mais il me semblait, à l'époque, c'était il y a une bonne dizaine d'années de ça, quand même avant, c'était avant d'être à Saint-Denis, il y avait un enjeu de société derrière ça. C'est-à-dire que peut-être l'école avait du mal pour des raisons quasiment de loi à le porter, en tous les cas à l'époque ne souhaitait pas le faire, et il me semblait que la bibliothèque peut-être pouvait amener certains aspects du merveilleux, du religieux, dans des rencontres dans l'école, avec l'école, mais hors de l'école. J'ai jamais tellement pu pousser ça très loin. Les enseignants n'y étaient pas forcément favorables et mes collègues ne le souhaitaient pas. Et ça, je vous parle de choses qui ont au moins 15 ans. Donc, je vous donne cet exemple parce que je pense qu'il est un peu le corps de l'actualité. Et c'est là que je dis qu'on a peut-être quelque chose à jouer pour surmonter la contradiction tout en acceptant qu'on ait un rôle éducatif, on a un partage de valeurs avec l'école, mais on peut aussi peut-être permettre des pas de côté si on le laisse le faire. Et là, en l'occurrence, j'ai eu aussi des difficultés à certaines époques pour parler des questions d'égalité. C'est beaucoup moins un problème maintenant, mais paradoxalement, mais les questions religieuses, par exemple, ont été un peu difficiles à aborder. Martine, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter, alors, je passe le portage et les bibliothèques ensemble, etc. Je voulais juste dire une notion qui me semble importante dans toutes les bibliothèques. Je ne parle pas que des bibliothèques en quartier sensible. Je pense que c'est la réactivité à la demande. Je m'explique. Il y avait une jeune fille, un MGN, qui est venue et qui passait son diplôme pour être formateur pour le code de la route. Elle est venue, elle nous a demandé le prêt de la salle informatique et le prêt d'usagers. Ça, c'était la première fois qu'on me demandait de prêter des usagers. Voilà. Du coup, on a prêté des usagers, on a cherché des usagers qui voulaient apprendre le code de la route et elle a joué, elle a eu son diplôme brillamment. Mais je dois vous dire que ça s'est fait rapidement, j'ai dit ok, etc., etc. Après, je me suis demandé si au niveau de l'administration, j'étais dans les règles. Comme ça s'est bien passé, j'ai annoncé après que je l'avais fait. Voilà, on a trouvé que j'avais une idée géniale et depuis, on a acheté une ressource numérique qui s'appelle le code de la route. Voilà. Donc la réactivité, je crois que c'est ça. Voilà. Et puis après, on a parlé beaucoup de stagiaires. Moi, je vais parler d'une autre catégorie de personnes qui nous semble essentielle, qui passe la porte des bibliothèques. Pour lui, pour eux et pour nous. Ce sont les tiges. Travail d'intérêt général. Je m'explique, c'est souvent des jeunes. C'est souvent des jeunes qui habitent le quartier où la bibliothèque est implantée. Et ils ont quelques heures de tige à faire, et là, ils vont rentrer de l'autre côté. Ils vont s'apercevoir que les fonctionnaires, ça travaille. Déjà, c'est une notion qui pour eux était déjà pas acquise. Et puis, ils vont ouvrir des collections. Ça, c'est hyper intéressant. Donc là, il faut leur donner les CD et les DVD. C'est le plus chiant, mais en plus, c'est ce qui va plus leur parler. Alors, pas le classique, pas le classique, évidemment, parce que là, c'est bon. Mais les derniers DVD qui viennent d'arriver, là, du carton, hein, les derniers CD de rap qu'on a reçus, il les équipe et il s'aperçoit qu'on a des collections qui est pour lui, qui lui parlent. Et là, c'est un deuxième étonnement. Et pourquoi c'est bien pour l'équipe? Parce que quand vous avez un tige dans les locaux, le personnel ne râle plus. Pourquoi? Parce qu'il y a plus malheureux que il fait 200 heures, il n'est pas payé, il a fait une bêtise, mais franchement il s'est fait prendre, c'était le jour de pas de chance, et puis c'est pas juste parce que le copain faisait la même bêtise, bon c'était vraiment le malchanceux, tout le monde y croit, tout le monde y croit. En principe on ne demande pas pourquoi il fait son tige, mais le tigiste est suffisamment souvent pour être malin pour se faire plaindre, donc il finit par avoir un croissant quand il ne mangerait pas le matin. Voilà, toutes les bibliothécaires étant des mamans dans l'âme, c'est parti pour les bonbons et la chocolatine.
du matin, et le jeune homme le café douillet quasiment. Voilà, et en plus, du coup, plus personne ne râle. Mais plus personne ne râle, c'est-à-dire qu'on est tout en empathie, 200 heures pas payées, alors que quand même, on a peut-être dû, nous aussi, quand on était jeunes, faire des conneries, on aurait peut-être pu faire des tiges. Bon. Voilà, donc les tiges, franchement, je vous engage à... Alors, il faut les choisir, les tiges. Alors, il faut les choisir, entre guillemets, il ne faut pas les choisir. Au niveau de la BFR de Toulouse, la donne, c'est on prend les tiges qui ont le bac. Pour moi, c'est non. C'est non. C'est le tigiste, il est pas à l'accueil. Il n'a pas à... S'il range les collections, c'est quand la bibliothèque est fermée, c'est le jeudi matin, c'est le soir, c'est le matin. Il ne va pas faire le boulot d'un adjoint du patrimoine, d'un assistant bibliothécaire. On demande, moi j'ai été toujours exigeante avec une équipe et avec moi-même sur des qualifications et des formations. Donc je ne vais pas prendre un tigiste qui n'a pas de qualification pour le mettre à la place d'un agent de régulation, d'un personnel d'entretien ou d'un assistant de conservation. Par contre, je fais pas je demande s'il n'a pas le bac, ça m'est complètement égal. Je ne fais pas une sélection du tigiste. Parce que les bibliothécaires, on a tendance à faire une sélection du tigiste. On prend celui qui a le bac et les autres, ils vont aux poubelles. C'est pas comme ça qu'on va vivre ensemble. C'est pas tout à fait comme ça qu'on va vivre ensemble. Voilà, il y avait le mot activité. Et après, pour en finir, j'aimerais bien qu'on ne prenne pas la bibliothécaire pour sa maison. Ça n'est pas notre maison. Ça ne sont pas nos collections. Je sais très bien que vous lisez dans votre lit, dans votre chambre, et que quand vous lisez, vous pensez au lecteur à qui vous allez passer le livre. On est un peu schizo, il faut peut-être un petit peu arrêter, il faut peut-être mettre des sas, parce que le personnel, c'est pas notre personnel, le public, c'est pas notre public, et la bibliothèque, c'est pas notre bibliothèque. Et quand un objet, le livre est abîmé, c'est pas l'œuvre qui est abîmée, c'est voilà, hein, voilà. Et quand on brûle les bibliothèques, je sais, et je me doute que c'est quelque chose de terrible, mais c'est une action par rapport à quelque chose qui peut-être n'a pas à voir avec la bibliothèque, mais qui a à voir avec la société. Et c'est tout un chacun qu'on doit réfléchir à ça. Le vandalisme d'une bibliothèque, c'est aussi le vandalisme de la rame de métro. Les gens, ils ont besoin du métro. Pourquoi ils cassent les rames de métro? Pourquoi les gens de la RATP, ils sont aussi démunis? Pourquoi Donc, ne pas le voir comme quelque chose qu'on n'a pas fait nous, parce que c'est pas nous, c'est nous en tant que citoyens, et pas nous en tant que bibliothécaires. Voilà, je ne pense pas que les gamins, ils l'ont fait contre un personnel, contre un bâtiment. C'est quelque chose qui était... Et puis, bon, la période, enfin, l'état bande fait que, voilà, rappelez-vous, vous, quand vous étiez en bande, avec 3 verres de vin d'alcool, ce que vous avez pu faire comme bêtise.